Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Laurent. Laurent va vous partager son parcours de vie, son itinéraire de vie, qu'il n'avait pas décidé. Et comme souvent, c'est des accidents de la vie qui nous ramènent sur des nouvelles voies. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment nous saisissons ces occasions pour nous réorienter et peut-être pour servir davantage notre Seigneur. Bienvenue dans Histoire inspirante avec Laurent, qui nous partage son histoire inspirante. Bonjour Laurent, Bonjour Philippe. heureux de te retrouver derrière ce micro. Alors c'est pas ton habitude derrière les caméras, d'être derrière les caméras. Pas trop, hein. Non, ça j'avoue. Mais t'es à l'aise. Ça va, en confiance en tout cas. Ouais, écoute, merci de ta confiance, merci d'être là, parce que alors on se connaît depuis très longtemps. Oui, On va pas dire les dates, Laurent, d'accord? On Ok. va pas se faire du mal, ou au contraire se faire du bien. Et je suis très heureux que tu puisses venir partager ton témoignage, partager vraiment un parcours de vie qu'on a en commun. En tout cas, on a cheminé ensemble, particulièrement dans le domaine de la JA. Mais on va commencer avant la JA. Comme souvent, on commence dès l'enfance. Laurent, tu as grandi dans une famille croyante. C'est ça, tout à fait. Donc dans le nord de la France, en Normandie, petite ville en bord de mer, à Dieppe. Mes parents étaient adventistes, déjà très engagés, donc j'ai grandi dans ce milieu. Écoute, c'était plutôt très sympa, avec déjà très investi au niveau de la JA, parce qu'on avait un pasteur qui était avant-gardiste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, je n'ai pas précisé, la JA, on l'a déjà dit, mais je le précise quand même, la jeunesse adventiste. Donc les animations pour les jeunes de 7 C'est ça. à plus. Donc j'ai baigné là-dedans. Écoute, j'ai eu une enfance plutôt sympathique, qui était vraiment sympa. J'ai grandi, l'histoire des colonies, tout ce que l'on peut vivre quand on est enfant. Mhm. Et puis vers l'âge de 18 ans, 92, 18-19 ans, Maintenant, on va savoir ton âge. euh, je me suis fait baptiser, parce que j'avais plein de potes qui se faisaient baptiser à ce moment-là. Et puis, écoute, je me suis fait baptiser sans vraiment comprendre le pourquoi. Parce qu'il fallait certainement, parce que c'était comme tout le monde. Alors j'aime bien poser quand même cette question. Est-ce que tu regrettes de t'être fait baptiser à 18 ans? Alors je sais pas si on va dire, je dirais peut-être pas regretter, Ouais. mais je pense avoir raté un petit quelque chose quand même, de ne pas avoir compris le sens même du baptême à ce moment-là. Donc on peut dire que t'as une expérience de camaraderie dans l'église, d'un lieu où tu es bien, où tu as grandi, un lieu d'héritage finalement de la foi, sans que pour toi ça fasse encore trop sens. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Pas du tout cette sensation de cette rencontre avec Christ. Ce qui, voilà, écoute, les choses se sont faites comme ça et ça m'a pas gêné, mais j'avais un peu l'impression de pas être vrai, de pas être, tu vois, en phase. Quand je voyais en tant qu'animateur même d'accompagner des jeunes, que je leur parlais de la parole, et en fin de compte, moi-même, je vibrais pas. Donc, il y avait quelque chose qui me chiffonnait quand même quelque part. Donc une foi qui est en cours de construction, une adhésion de cœur, d'intellect peut-être, mais pas encore totalement, qui est descendu suffisamment bas dans les entrailles pour te bouleverser, quoi. C'est ça, tout à fait. Ça va arriver vers l'âge de 35-36 ans, où à l'époque c'était le responsable JA de la Fédé qui me propose de partir en Allemagne pour un voyage études, où c'était des jeunes qui implantaient des églises, ou en tout cas étaient très actifs dans leur implantation. Et durant ce voyage, je rencontre différents projets, et à un moment donné, je me retrouve devant un gars qui était là déjà depuis 5 ans sur un projet. Et ce personnage m'a particulièrement touché. Je me rappelle de la question que je lui ai posée, parce qu'il nous racontait tout ce qu'il faisait. Et je lui dis, mais en dehors de tout ça, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes passions? Et là, le gars me dit, mais c'est ça ma passion. Ma passion, c'est de consacrer ma vie et de toutes mes activités pour faire découvrir Christ, pour partager ma foi.
Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression de rencontrer Christ à ce moment-là. J'ai eu l'impression, presque comme si c'était Christ devant moi, qui me disait, mais voilà, te prends pas la tête, tu as tout ce qu'il faut, tout est là, le programme il est installé, bah, faut juste appuyer sur le bouton pour mettre en route le programme. Selon toi, avec le recul, ça a été quoi ce déclic? C'est la personne, ce qu'elle incarnait, ce qu'elle dégageait, c'est le projet au niveau des jeunes. Parce que je sais que ce projet-là, on l'a vécu ensemble. C'était un projet au cœur d'un quartier. Alors, c'est pas un quartier sensible, mais c'était un milieu social un peu défavorisé, on va dire comme ça. Et donc, c'était ce témoignage pertinent. C'est quoi qui t'a le plus touché, interpellé à ce moment-là? Alors, moi qui ai grandi en cité, je ne suis pas sûr que ce soit l'emplacement même du projet, mais c'est vraiment le personnage et ce qu'il dégageait. J'avais l'impression qu'il était tellement en décalage avec la vision que je pouvais avoir d'un leader JA de l'Église. JA de l'Église, et que j'ai vraiment ressenti, il y a eu quelque chose, ce qui est assez compliqué à expliquer. J'ai été littéralement transpercé. D'ailleurs, beaucoup me l'ont dit après pendant le voyage. Il paraît que j'ai parlé pendant 1 heure. J'étais au volant, on roulait à 100, bref, sur les autoroutes en Allemagne. Et voilà. Et il paraît que j'ai parlé pendant de longues minutes, pendant plusieurs dizaines de minutes, ce qui n'est pas non plus mon habitude. Mais je ne sais pas. Je pense que oui, j'ai été touché par ce qu'il représentait. Voilà. Ce qui a énormément, du coup, changé ma vision et le regard que je pouvais porter sur les gens à partir de ce moment-là. Alors j'allais dire, parce que toi tu étais engagé à la JA, tu étais engagé dans les camps, hein, dans les camps l'été, dans l'animation l'année. Donc le Laurent d'avant, c'est pas qu'il n'était pas vrai, qu'il n'était pas authentique, qu'il n'était pas sincère. Mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a basculé en fait dans le concret du travail que tu faisais dans l'église. Ce qui a basculé, c'est encore une fois, c'est assez compliqué à expliquer parce que j'avais l'impression que à partir de ce moment-là, j'avais l'impression de comprendre ce que je disais. Voilà, quand je parlais de l'amour de Christ, je ressentais cet amour, ce que je ne ressentais pas avant. Voilà, et je pense que ça m'a permis de prendre une. Alors, non, on va pas forcément parler d'assurance, mais j'avais encore plus d'envie justement de le partager parce que j'avais compris, ou en tout cas je le ressentais. Voilà. Donc oui, comme tu dis, je ne pense pas que j'étais faux avant, mais ça a vraiment changé quelque chose, mais vraiment intérieurement. Est-ce que tu dis avec le recul que ça a été ta conversion, ce moment-là, cette rencontre, cet épisode-là? Oui, je crois complètement. Ouais, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis converti et que quelque part j'ai lâché. Une forme de lâcher prise, ce moment où tu fais confiance, où tu te dis mais oui mais c'est ça, voilà. Et c'est là où j'ai, voilà, comme je te disais, commencé à avoir un regard différent sur les personnes, un regard différent sur les choses. Souvent c'est ce que je témoigne autour de moi quand les gens me disent mais ça veut dire quoi avoir Christ dans sa vie, et ça veut dire quoi avoir la foi? Avoir la foi, c'est justement cette bénédiction d'avoir un regard différent sur les choses, de ne pas toujours s'écrouler quand on est face à une difficulté, mais de se dire qu'il peut y avoir autre chose. Je pense que ça influence aussi notre travail auprès des jeunes, et peut-être de se dire, oui, il y a le moment du baptême qui est un moment important, crucial, mais que c'est un long chemin, et tu en témoignes quelque part que ce chemin, il se fait pas à un moment donné quand juste on a suivi lui, quand on se baptisé, mais c'est un processus. Ça, on est d'accord. C'est certain que c'est quelque chose qui à la fois se construit, c'est quelque chose qui n'est pas une fin en soi. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit aux jeunes, le baptême, ce n'est qu'une étape. Peut-être moi, je me suis fait baptiser, peut-être un peu jeune, sans tout comprendre, mais et si c'était ce qui m'avait permis de rester quelque part dans l'église, ce baptême où je n'avais pas tout compris, est-ce que c'est pas ça qui m'a aussi permis de rester dans l'église, de rentrer dans cette famille, voilà. Après, dans l'église où j'étais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amitié, donc ça, c'était quelque chose d'important. Oui, je pense que c'est un beau souvenir de l'avoir fait avec des copains. Et puis, je me dis, oui, après tout, mais pourquoi pas, si ça m'a amené
voilà, jusqu'à mes 35 ans, où est-ce que j'ai rencontré mon sauveur, eh bien, Mm. c'est peut-être l'idéal. On l'a pas dit, mais tu es marié, père à ce moment-là de 3 enfants ou de 2, je me rappelle plus à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a 3. Il y a 3 filles. J'aurais dit peut-être entre 2 et 3, parce qu'on Entre est à 2 peu et près à 3, cette on a période compris. de la petite dernière. Tu rentres à la maison après ce voyage en Allemagne, donc ce voyage d'études sur l'implantation d'églises avec des jeunes. À ce moment-là, tu te tournes vers ton épouse. Est-ce que tout d'un coup, elle voit un homme nouveau, elle se dit, mais il est où mon mari d'avant? Est-ce que je veux le retrouver? Au contraire, il y a quelque chose qui... Est-ce que ça impacte tout simplement ta vie de famille? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça impacte ma vie de famille. Moi, en tout cas, je suis beaucoup plus serein. Ouais. Ça, c'est certain. Ça va être dans les petites choses du quotidien que, oui, ça a un impact différent. Sur ma vie même au travail, ça a un impact aussi. Tu vois, je vais peut-être me reconnecter davantage avec mes valeurs. Ouais. Voilà, je vais peut-être oser m'affirmer un peu plus dans ce que je crois. Je travaille dans un secteur qui est des travaux publics, où c'est extrêmement compliqué. Alors, compliqué, les relations humaines. Oui, ça c'est sûr. Avec les collègues avec qui... tu étais chef de chantier à ce moment-là. C'est ça. Et les relations entre collègues ne sont pas toujours évidentes. C'est ça. Donc j'avais déjà quand même une approche et une manière de faire différente, mais on subit beaucoup l'influence. Bon, vous savez, vous connaissez un peu toutes ces blagues qu'il peut y avoir sur les femmes et autres qui sont très, je sais pas, on va dire misogynes, on dit comme ça. Voilà. Ou parfois on peut se laisser aussi embarquer. Faut pouvoir oser dire les choses. Mais je pense que ça m'a aidé aussi, quelque part, à m'affirmer un peu plus, à me dire non mais les gars, là, ça va pas, à mettre un peu plus le haut là, voilà, parce que je sentais je me sentais assez fort pour pouvoir m'affirmer là-dessus. Peut-être aussi, ces relations avec les collègues de chantier, c'est pas juste on vient le matin, on taffe toute la journée et puis après chacun repart chez soi. C'est aussi une période où dans ton entreprise, il y a un peu des mutations et puis il faut aller chercher les chantiers un peu plus loin parce qu'il y avait une crise du travail à ce moment-là et tu te retrouves à passer des semaines entières avec des collègues en tête à tête dans ce contexte-là. On est d'accord, c'est vrai. Je partais souvent en déplacement sur la semaine avec les gars. J'ai été un chef de chantier, je pense, apprécié par mon équipe parce qu'un regard différent justement, non pas sur le travail, mais sur ces fameuses relations humaines. Voilà, j'étais quelqu'un qui crie pas, ce qui n'était pas l'habitude des autres chefs de chantier, quelqu'un qui respectait énormément ses collègues, qui, oui, on a le droit à l'erreur, parce que dans les travaux publics, il y a beaucoup de gaffes qui sont faites quand on arrache des câbles, quand on arrache des tuyaux et autres. Ah, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité. C'est Merci ça. Laurent. C'est ça. Donc, voilà, les gars appréciaient travailler avec moi parce que bah oui, le matin, je disais aux gars, bah, on s'arrête, 9h30, on se fait une pause, on boit un café et puis on redémarre de plus belle derrière. Je prenais soin aussi à faire travailler les gars qui s'entendaient bien ensemble, tu vois, des choses où j'essayais de mettre les gars dans des bonnes conditions de travail, ce qui n'était évidemment pas apprécié de la direction, qui, elle, me conseillait l'inverse. Voilà, qu'il ne faut surtout pas que les gars discutent, vous perdez du temps, ceci, cela. Mais en fin de compte, quand on calculait le temps qu'on mettait sur les chantiers ou autres, on était vraiment bien. Et je dis bien on était bon. Est-ce qu'il y a une opération, enfin une mutation qui s'opère à ce moment-là en toi, de se dire, alors le TP, c'était un travail, c'est ce qui permettait de vivre, de nourrir ta famille. Et tout d'un coup, dans ce que tu dis, il y a côté humain qui est en train de prendre de plus en plus de place finalement. Et que, oui, on creuse des tranchées pour enterrer des câbles, mais derrière ça, c'est la relation avec l'autre qui commence à prendre le dessus en toi. On est d'accord, oui, c'est sûr. Il y avait d'ailleurs, quand on était en déplacement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le soir, quand on est ensemble à manger autour de la table ou autre, on me questionne beaucoup aussi, des sujets comme dont la foi, des sujets autour de la mort. C'est souvent des questions qui reviennent, de pouvoir expliquer pourquoi le mal, pourquoi la mort, pourquoi un enfant peut-il mourir. Moi, j'ai perdu mon neveu. Qu'est-ce que tu peux dire à cela? C'est pas toujours évident d'expliquer toutes ces choses-là. Oui, je pense qu'effectivement, la foi prend de plus en plus le dessus, beaucoup de remises en question. Et puis, il va arriver des problèmes de santé. C'est des métiers qui sont difficiles. Avant les travaux publics, j'étais mécanicien, beaucoup dans le poids lourd.
Donc, c'est des métiers qui usent et le dos commence. Des positions, des charges lourdes. C'est ça. Et puis, des vibrations dans les machines. Parce que, Mm. bon, même en tant que chef de chantier, c'était une petite entreprise. Donc, On fait tout. on fait tout. Mm. Voilà, du travail de manœuvre. Quand il y a beaucoup de boulot, à remplacer un gars qui est absent pendant une semaine, bah, tu prends le camion, tu prends la machine. Voilà. Et puis en 2017, du coup, problème de santé. Et puis là, je suis obligé d'arrêter les travaux publics. Je suis invalidé. Voilà. En invalidité. En invalidité. Ouais. Et on valide que tu n'es plus valide. C'est ça. À ce moment-là, mon patron ne veut pas me reconnaître en tant que travailleur handicapé, même si je pouvais faire plus de 90% de mon travail. Voilà. J'aimais mon travail d'être dans les travaux publics. Beaucoup moins la mécanique. Les travaux publics, c'était un métier vraiment intéressant. Mais bon, le gars ne veut pas me reconnaître, donc licenciement pour inaptitude. Là, tu es dans une transition forcée. C'est pas ton choix de partir, mais physiquement, c'est plus possible. Le patron, et puis personne ne veut t'embaucher derrière, de toute façon. C'est ça. Comment toi, à ce moment-là, tu te sens? Parce que tu as 40 ans à ce moment-là? À 44 à peu près, Okay. Ouais, c'est ça, ouais. À 44 ans, dans ta tête, il se passe quoi? Et peut-être, est-ce que tu te tournes vers Dieu en mode c'est quoi ce bazar? Comment ça se fait que je me retrouve là aujourd'hui à 44 ans à repartir à zéro? C'est ça. Et oui, c'est extrêmement difficile. Ce qui est assez surprenant quand même sur cet arrêt, c'est pas un arrêt de longue maladie, comme il peut arriver parfois. Normalement, avant d'être en invalidité, il va passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, ça se fait en 4 mois. Ça, c'est interpellant. C'est super brutal. C'est assez à la fois brutal et interpellant justement sur mais pourquoi ça a été aussi vite. Ouais. Quand je me rappelle de ce médecin de la sécurité sociale, j'avais fait tout un tas d'examens, les scanners, les IRM, je me retrouve avec 2 hernies discales au niveau du bas du dos. Le médecin de la sécurité sociale me dit « Monsieur Vadou, vous avez 2 possibilités, soit vous continuez à travailler, avec des antidouleurs, ça va le faire, mais dans 10 ans, vous arrêtez complet, peut-être même fauteuil roulant. » Il dit « Ou alors, je vous arrête, je vous mets en invalidité et vous cherchez un autre boulot. Vous allez galérer 2-3 ans. » Il m'a parlé comme ça, le gars. Et il me dit « Vous verrez, je pense que ça peut le faire. » Aujourd'hui, on va préciser parce que les gens ne le voient pas à l'antenne. Tu n'es pas dans un fauteuil roulant là. Hein? Non, je pourrais me lever même, il n'y a pas de souci, les jambes fonctionnent. Voilà, c'est pour dire que l'histoire se termine quand même pas trop mal. Voilà, la douleur du dos, elle y est. J'ai fait le choix de ne pas me faire opérer parce qu'il n'y a pas une nécessité absolue. Mais du coup, je pars sur cette invalidité, je fais ce choix. 44 ans, vous repartez à zéro. Vous passez votre temps quand même à construire une carrière. C'est pas évident à construire une carrière. Ça devenait confortable, chef de chantier, surtout qu'il y avait encore des possibilités d'évoluer. Du coup, après, avoir tout le salaire qui va avec et le confort. C'est ce qui n'est pas rien. Et là, vous vous retrouvez, 44 ans, hop, on redescend, première marche, tout en bas de l'échelle. Un Greta, pour ceux qui connaissent un peu, c'est ces centres-là qui formation professionnelle. Oui, voilà, des formations qui accueillent des adultes en reconversion, où vous faites des bilans de compétences, des choses comme ça. Bon, j'avais quand même dans ma tête déjà, dans un petit coin, de me dire, mais est-ce que tu ne pourrais pas valoriser tout ce que tu as accumulé depuis tant d'années en tant qu'animateur, en tant que responsable d'antenne, voilà, pour peut-être t'orienter sur du social, médico-social. Et donc, pendant à peu près 1 année, je vais faire comme ça ce qu'on appelle des caps à venir, des caps métiers, dans lesquels je vais pouvoir faire des stages conventionnés. Voilà. Et je me retrouve aussi dans un centre pour adultes où c'était assez intéressant parce que, comme je suis quelqu'un d'assez authentique et d'assez entier, je ne me vois pas arriver quelque part et puis profiter de la situation. Là, j'étais en plus financé par la région qui m'a pris en charge, comme j'étais un travailleur, entre guillemets, handicapé. Je me retrouve dans ce centre avec des profs qui sont là pour essayer de nous aider à nous en sortir. Du coup, moi, j'ai joué le jeu à fond et je m'y suis donné à fond. Et ça a été aussi un fort témoignage. En tout cas, les profs me l'ont souvent dit. Alors, tu rebondis. Oui. Ça veut peut-être rebondir, mais tu ne m'as pas dit, spirituellement, est-ce qu'à ce moment-là, tu te tournes vers Dieu, tu cries à Dieu, de la colère, de la joie, de la confiance? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Ouais, ni colère, ni joie, forcément, mais serein. Ouais. Ouais, une confiance.
Voilà. Que tu ne sais pas expliquer. C'est que je me dis que c'est comme ça. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu fais avec. On pourrait presque parler de résilience. C'est un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, la résilience. Ouais, alors peut-être c'est quelque chose que j'avais en moi. Et puis je me dis, on va faire confiance. Le Seigneur m'a béni, puisque voilà, financièrement ça allait. J'étais quand même soutenu, voilà, comme je te disais, par la région. Donc ça, c'est quand même pas rien non plus. Et puis les portes se sont ouvertes, mais à une vitesse phénoménale. Bon, alors on va savoir ces portes, parce que je pense que là, tu peux pas ne pas nous en parler. Les portes, c'est pas compliqué. Dans ces centres-là, tu fais des formations, des rencontres. Des rencontres. Tu fais des stages conventionnés. J'en ai profité pour passer mon BAFD. Donc le diplôme de directeur de camp. Voilà, puisque j'avais la possibilité de faire des stages. Donc du coup, c'était assez facile à mettre en place. J'avais du temps aussi pour pouvoir le faire. J'étais soutenu en plus par les profs dans ce secteur-là, puisque eux-mêmes me voyaient très bien dans le social ou le médico-social. En tout cas, c'était voilà. Ce BAFD, c'est quelque chose qui m'a énormément fait évoluer. Parce que là, on est beaucoup moins dans de la technique, mais vraiment encore plus dans la gestion des ressources humaines, tout à fait. avec des jeunes animateurs, des jeunes qui cherchent eux-mêmes où ils vont. Tout à fait. Donc là, tu bascules, enfin tu plonges, c'est même plus ta bascule, et là tu as plongé dans les relations humaines. C'est ça, complètement. J'ai appris beaucoup. J'ai appris à la fois sur moi, sur mes propres limites, sur mes points faibles. Et puis, j'ai appris à regarder, encore une fois, à analyser, à anticiper, voilà, à faire attention encore plus à l'autre. Moi, je trouve que c'est ce qui m'a le plus appris dans cette formation BAFD. Et puis, dans ce cadre aussi de cette reconversion, j'ai fait des stages conventionnés. Et comme je voulais m'orienter sur du social, médico-social, je suis allé sur des centres qui accueillent des adultes en situation de handicap. Donc, c'était des stages de 3 semaines. J'en ai fait 2. Un premier qui était d'un centre qui accueillait des personnes atteintes d'autisme. Voilà. Donc, ce n'était pas évident. Quand vous découvrir ce métier, c'était difficile. Ça faisait très peur au début. Et puis, quand même, assez rapidement, je me sens bien, à l'aise. Alors, parce que l'équipe était là aussi, mais aussi parce que j'étais déjà un homme avec une expérience de vie. Donc, j'étais quand même assez posé, calme, serein. Voilà. Donc, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'au bout des 3 semaines, on m'avait proposé du travail que j'ai refusé dans cette même institut parce que trop de méconnaissance du handicap. Et puis 2-3 mois après, je refais un autre stage dans un autre secteur où là, c'était plus des personnes atteintes de trisomie et quelques psychotiques, un foyer de vie. Et là, je me sens bien. Là, j'ai l'impression d'être à ma place. Ça paraît bête, mais j'ai l'impression d'être à ma place en tant qu'encadrant. Quand tu dis, voilà, je me retrouve avec des psychotiques et je me sens bien, du coup, je commence à me poser des questions. Et oui, parce que c'était un foyer de vie. Ça veut dire le matin, j'avais l'impression de me retrouver en camp, dans une colo. Le matin, on est là, on gère le réveil, on prépare le petit-déj. Donc les adultes se lèvent, c'est des unités d'une dizaine de personnes. On gère un petit peu le quotidien du réveil, on aide un petit peu les rangements des chambres, on aide un petit peu sur la toilette, des choses comme ça, sans forcément avoir un acte médical. Voilà, médical, vous aider, t'accompagne à son les gens dans leur pense à aller te laver, lave-toi bien derrière les oreilles, enfin les choses. C'est ça, ça. Et puis, du coup, la matinée se passait comme ça. Et l'après-midi, comme c'est un foyer de vie, les gens vivent là sur place. Donc, tous les après-midi, on faisait de l'animation. Donc, il fallait que chaque personne de l'équipe encadrante fasse de l'animation. Forcément, l'animation, moi, ça faisait 20 ans que j'en faisais, donc je maîtrisais. Volontaire, je lève la main. Voilà. Et donc, je proposais tout un tas d'animations qui fonctionnaient super bien. Donc, j'ai été très vite apprécié et par l'équipe et par la direction. Qui m'a fait travailler au final pendant 1 an dans ce domaine, et puis qui m'a proposé d'ailleurs une formation professionnelle de moniteur éducateur en alternance. Et puis à ce moment-là, ma femme me parle d'une annonce qu'elle a vue sur Facebook d'une amie de Valence qui nous parle de cette association La Gerbe. Et où il cherche une maîtresse de maison. Voilà. Ah, dommage. Oui. Voilà. Mais c'était maîtresse de maison. Voilà, il cherchait homme ou femme. Ah, quand même. C'est un petit village juste à côté de chez moi, à 5 minutes en voiture. Donc, c'était un coin plutôt idéal. Mais quand ma femme me dit ça, j'ai dit, mais écoute, ma chérie, oui, mais là, tu vois, on me propose un métier de moniteur éducateur.
je vais quand même pas aller faire le ménage, alors que je peux faire un métier, Ouais, tu vois. ouais. Elle me dit, mais ça te coûte rien. Envoie au moins un CV, une lettre. Quand t'en parlais la première fois de cette association La Gerbe, est-ce que tu es conscient que c'est une association chrétienne ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je fais pas le lien. D'accord. Voilà, T'as pas de connexion entre l'univers chrétien ou pas? pas du tout. Ok. Voilà. Je savais que c'était une association sociale. Ouais. Bon, j'ai dit, allez, c'est bon, j'envoie la lettre, j'envoie le CV, et puis on me convoque. Du coup, j'ai ce rendez-vous d'embauche, et là, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Déjà, le type d'accueil, le lieu, je sais pas, il y avait quelque chose. C'est une vraie maison, il faut le dire. Hein. Oui. Je l'ai visité il n'y a pas très longtemps avec toi. C'est un corps de ferme, enfin une Oui, grande bâtisse tout à fait. où il y a des vrais appartements, des vraies chambres, une salle commune, mais qui a un gros salon, C'est ça. une grande cuisine. Mais c'est l'accueil collectif, mais rien n'est, on va dire, aseptisé, blanc, désinfecté. Complètement. Enfin, désinfecté au C'est sens pas- de... voilà. On n'est pas dans un hôpital. C'est du ça. tout. On n'est pas est dans un vraiment foyer comme on l'entend souvent, ce c'est truc ça. très, très carré, très. Voilà. C'est un lieu de vie avec une cour, Tout une à fait. basse-cour, enfin voilà, il y a tout ça. C'est ça. Oui. D'ailleurs, le lieu au début a commencé avec la ferme. Ça s'appelait la ferme, la ferme Clarisse. Voilà, qui est un lieu d'accueil. Moi, j'ai été, on me proposait une place de hôte de maison, c'est le nom masculin de maîtresse de maison, dans une pension de famille. Pension de famille sont des personnes qui viennent habiter là, qui sont des personnes seules, qui sont en situation sociale compliquée, voire précaire. On a différents types de personnes qui arrivent, hein, des personnes qui sont à la rue et qui en ont marre et qui veulent un peu se poser, des personnes qui peuvent sortir d'un hôpital psy, des personnes qui peuvent avoir perdu un appartement, qui peuvent avoir été mis à la rue, et, voilà. Et puis c'est une association qui gère un foyer d'accueil pour femmes victimes de violences. Donc parfois des dames arrivent sur la pension de famille aussi pour stabiliser un peu plus la situation. Donc moi j'évolue là-dedans en tant qu'hôte de maison. Sur la pension, mon travail, c'est d'organiser toute la vie quotidienne. Mon travail, c'est pas de faire le ménage, c'est pas de faire la cuisine et de faire le bricolage d'une manière générale. Même Non. si tu le fais quand même. Même si je le fais. Mais ça fait partie de la vie en fait du Mais lieu. Voilà. C'est tout comme à la maison, hein, Ouais. où est-ce que tu vas essayer d'emmener tes enfants à participer à cette vie de la maison parce que tu sais que c'est bon. Tu vois. Et donc, tous les actes de la vie quotidienne qu'on va faire, justement, que ce soit le ménage et autres, on va utiliser tous ces moments-là pour passer du temps avec la personne, pour faire sortir la personne de l'isolement, pour lui redonner goût aux choses, lui redonner un rythme de vie. Et puis, c'est des moments particuliers, préparer un repas avec quelqu'un. Alors, moi qui n'étais pas du tout dans la cuisine, qui n'y connaissais pas grand-chose, Patrie. Voilà, la cuisine de camp, à la limite, de colo, oui. Mais du coup, ça a été extraordinaire parce que ce métier-là, qui est là en lien direct avec l'humain et des personnes cassées par la vie, donc c'est quand même pas rien, va m'apporter, mais largement autant que ce que moi j'aurais pu leur apporter. À ce moment-là, tu réalises que c'est quand même un lieu particulier. Au moment de l'embauche, ils te disent ici, c'est une maison chrétienne. Ou comment ça se concrétise à ce moment-là? Alors, quand j'ai envoyé la lettre, je ne savais pas. Ouais. Par contre, quand j'ai été convoqué pour l'entretien d'embauche, forcément, la première chose à faire, et ça, je conseille, s'il y a quelques jeunes qui font des entretiens d'embauche, allez toujours voir le site de l'association, lisez ce qu'il y a sur le site, essayez de découvrir un peu les valeurs. Voilà, ce que moi j'ai fait, c'est là que je me rends compte que c'est une association chrétienne, et que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de leur action. Et là, tu te dis quoi quand tu vois que c'est une association chrétienne? Tu te dis, c'est pour moi? Tu dis, oula, travailler avec des chrétiens, je suis pas sûr. Non, encore une fois, je suis assez confiant, tu sais, je réfléchis pas toujours, moi. D'accord. Je suis quelqu'un d'assez spontané. Heureusement que ma femme est là pour compenser, car elle est un peu plus posée que moi. Mais non, je me dis, allez. D'autant qu'en plus, avant de passer l'entretien, quand j'en ai parlé à la directrice du foyer où je bossais depuis 1 an, la directrice me dit, écoute, tu y vas. Si jamais ça ne fonctionne pas, tu reviens me voir et puis on relance le truc. Donc en plus, vous voyez, je vais passer l'entretien en étant vraiment serein. Ouais. Donc là, on me propose une période d'essai de 2 mois et puis une embauche au bout des 2 mois. Mais j'ai senti quelque chose de toute façon. J'ai passé l'entretien avec la directrice et donc ma collègue aujourd'hui, qui était la responsable de la pension. Mais j'ai senti dans la discussion
je veux dire, il n'y avait pas de piège. C'était une discussion juste pour apprendre à se connaître, à se découvrir. Voilà, eux me partagent les valeurs de l'association, moi je partage mes valeurs. Et voilà, et je leur ai dit en plus, il faut savoir que la cuisine, c'est quand même un des points centraux de la maison. Et je leur ai dit, je ne sais pas cuisiner. Après, à côté de ça, je sais faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas cuisiner. Alors, tu me le disais en antenne, c'est pas juste une association chrétienne qui a l'étiquette et puis voilà, ils font de la gestion, des situations très complexes. On va y revenir dans quelques instants. Mais il y a une particularité, c'est que cette maison, tous les jours, vous vous retrouvez autour de la parole. C'est ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, toi qui sors du chantier, c'est assez différent. De ce que tu nous as décrit tout à l'heure, là tu te retrouves à ouvrir la parole tous les jours avec des collègues de travail. C'est ça. Et que c'est ça qui rythme, en tout cas qui ouvre la journée. Complètement. Là tu bascules dans un autre univers quand même. Tu changes de galaxie même, non ? On est d'accord, c'est quand même particulier. Tu arrives le matin, donc les journées commencent à 9h moins le quart. Et de 9h moins le quart à 9h, on a 15 minutes comme ça où on prend la Bible. Alors on lit que les évangiles. Et on prend un petit paragraphe jour après jour et on suit comme ça l'évangile. Et on essaie de faire ressortir une valeur. Puis on va essayer de garder cette valeur-là dans la tête toute la journée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour ceux qui connaissent, vous voyez à quel point ça peut recentrer, à quel point ça peut unifier, où on est tous quelque part en une forme de symbiose, on est tous dans le même état d'esprit. Pour commencer cette journée, c'est particulier. Et puis, ça va bien au-delà de cette lecture, parce que cette lecture, elle nous permet de nous recentrer, mais ça crée vraiment quelque chose de particulier. Ça crée du lien, ça crée de la confiance entre nous, parce que parfois, un texte biblique va faire remonter quelque chose, un problème, parfois même une difficulté personnelle, où on peut partager, où on peut lâcher ça à ce moment-là. Et ce qui est fabuleux dans cette association, c'est que, alors on est des chrétiens majoritairement plutôt issus du protestantisme, mais alors de plein d'églises différentes, que ce soit l'église libre, réformée, évangélique, adventiste. Et je ne suis pas le premier adventiste d'ailleurs de l'association, hein. Il y en a un qui travaille sur Paris. Et eh bien, on peut vraiment apporter chacun notre difficulté. Et on est... c'est accueilli, quoi. On n'est pas jugé là-dessus. On est même plutôt encouragé. Et que ce soit du directeur ou la responsable de la maison ou que ce soit une maîtresse de maison, mais ça crée un lien au niveau de l'équipe. Mais c'est tellement serein et tellement apaisant que c'est presque... voilà. On est très loin du Laurent qui suit les copains à l'église parce qu'il faut le faire et qui se fait baptiser, pas par habitude, mais par logique. Il y a quelque chose qui est incarné en toi depuis. Est-ce que tu as le sentiment de vivre un ministère ? Parce que des fois, le mot ministère, il est quand même très réservé à le pastorat ou à des ministères particuliers dans l'Église. Mais est-ce que tu as le sentiment, alors que tu ne travailles pas directement dans l'Église adventiste, mais tu travailles avec d'autres chrétiens, est-ce que tu as ce sentiment-là d'être appelé par Dieu à ce ministère-là ? Je sais pas si je dirais... Tu vois, c'est trop gros, trop fort ce vocabulaire. C'est pas que c'est fort, c'est que forcément, je le vois pas. Ce qui est certain, par contre, c'est d'avoir cette sensation d'être à sa place. Et ça, c'est une bénédiction. C'est la première fois de ma vie, et je pense que tout le cursus, tout ce qu'on peut traverser parfois dans une vie, toutes les difficultés et les très bonnes choses, parfois nous amène peut-être à vivre un événement particulier. Il y en a qui vont vivre un appel pour le pastorat, pourquoi pas. Et c'est pas fini, peut-être pour toi aussi un jour. C'est ça, mais je pense pas. je suis très bien là où je suis, mais j'ai l'impression d'être à ma place. Et ça, c'est une bénédiction et je remercie le Seigneur, mais tous les jours pour ça. Mais quand je dis être à sa place, c'est vous exercez un métier où est-ce que tout ce que vous avez appris durant toute votre vie est utile, il est valorisé, il est reconnu. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, vous êtes payé pour faire ça. et je trouve ça extraordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon métier, c'est pas juste faire le ménage et les pâtes. Et faire le ménage et les pâtes. Le lien qu'on crée. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je pense que ça fait partie de ma nature. Je pense que tu le sais. Moi, j'aime bien quelque part un peu l'intimité. J'aime bien le lien qu'on va aller créer avec la personne. J'aime bien aller chercher la personne.
Je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai appris à aller chercher la personne et quelque part à utiliser dans le bon sens du terme ce que la personne elle est, ce qu'elle sait faire, ses compétences, tu vois. Pour la valoriser, La valoriser, voilà, et l'encourager. Et la particularité de ce travail, c'est non pas toi-même de valoriser, enfin, tu vois, de dire à la personne c'est bien ce que tu fais, mais d'amener la personne à avoir un regard juste sur elle-même. On l'a compris, aujourd'hui, tu es presque plus dans ce métier-là pour l'humain et la personne qui est en face, avec des situations extrêmement complexes et extrêmement diversifiées entre quelqu'un qui a une déficience mentale, un adulte. Enfin, quand on parle d'adulte, tu as des personnes qui ont plus de 60 ans. Oui, oui, tout à fait. Donc Oui. des personnes de plus de 60 ans qui ont des déficiences mentales. Tu as des femmes battues qui sont en mode un peu cachées, réfugiées ici parce que leur permettent de redémarrer dans la vie, de reconstruire une situation. Tu as évoqué des gens qui sortent de la rue, des SDF. Wow, il y a un public différent. Je sais que tu es devenu très émotif aussi. T'es sûr, extrêmement. Parce que touché par l'humain, par des situations de vie. Et on ne peut pas rester... Enfin, quand on est humain, quand on est connecté à soi, à ses émotions, on ne peut pas rester indifférent. Oui. Je sais qu'il y a des situations qui t'ont profondément touché, bouleversé aussi. Et oui, il y a forcément des personnes qui sont là parfois sur plusieurs années. Donc, tu ne peux pas faire autrement que de t'investir. J'ai longtemps eu honte de ma sensibilité, de mon hypersensibilité. Combien de fois, même dans l'église, on m'a dit, mais il faut arrêter de pleurer. T'as caché tes larmes ? Voilà. Mais arrête de pleurer. Parfois, le simple fait de me retrouver au micro devant l'assemblée, les larmes me montaient parce que c'est comme ça. Je veux dire, l'émotion, c'est des choses difficiles à maîtriser. Donc oui, je ne peux pas faire autrement, moi, que d'être touché. Hein, je travaille beaucoup là-dessus. Hein, mais c'est une bonne chose. Tu as compris que c'était une qualité aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai compris que c'était une qualité. Ouais. Et voilà, je veille à ne pas la perdre et en même temps à ne pas me laisser submerger parce que c'est des métiers qui sont prenants. Et oui, il y a des situations où il y a des gens qui vivent des calvaires, des gens qui se battent pour récupérer une garde d'un enfant, des gens qui se battent avec eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner des erreurs qu'ils ont faites quand ils avaient 20 ans, tu vois, et qui en ont bientôt 60 aujourd'hui. Et c'est là où toi, le regard que tu vas porter sur la personne, et là, c'est vraiment peut-être une des choses que sur laquelle je peux témoigner, mais il est tellement important. Ce regard différent que tu vas porter sur la personne et ce regard que Jésus avait sur les personnes. Jésus regardait rarement le péché en lui-même. Hein, il regardait toujours au fond du cœur. Et moi, depuis que je travaille dans ce boulot, et c'est en ça où on me dit que j'ai énormément changé, énormément évolué, c'est qu'aujourd'hui, je me refuse à regarder la personne. Je regarde, j'essaie de voir sa nature profonde. C'est difficile d'aller voir le cœur, parce que je ne m'appelle pas Dieu. Donc, mais je pense qu'on peut essayer d'aller chercher et de comprendre la nature profonde de la personne, de ne pas s'arrêter à ce premier regard. Je crois que ce métier, c'est ce qui me permet d'apprendre le plus chez l'autre. Et c'est vraiment ce qui me transforme le plus. Déjà, une des premières choses que j'ai appris quand je suis arrivé là-bas, c'est cette fameuse phrase, je crois que je te l'ai déjà partagée. Le plus important dans l'accompagnement avec une personne, c'est pas ce que toi tu vas pouvoir apporter à la personne, mais ça va être ce que la personne va pouvoir t'apporter à toi. Et qui fait que le regard change. Parce que du coup, tu ne te places pas en tant que... Pas de manière égoïste. Pas de manière... Tout à fait. Qu'est-ce que je vais t'exploiter chez toi, hein ? Non, bien sûr, forcément dans le bon sens. C'est-à-dire quand tu bricoles, et je pense à une dame en particulier qui fait beaucoup de bricolage, qui aime beaucoup travailler les meubles, qui est en pleine reconversion, enfin... elle vient souvent me chercher pour l'aider un peu parce qu'elle découvre le bricolage, utiliser des outils et autres. Donc, je l'accompagne un petit peu, je lui fais voir, j'explique et autres. Mais quand le meuble est fini, je l'amène toujours sur « et toi ?» C'est quoi le regard que tu portes sur le travail que tu viens de faire ? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de faire ? Mais même un simple repas, quelqu'un qui va aller préparer un plat, à la fin du repas, je lui dis « Bon, c'est bon, tu as réussi à faire ce que tu voulais, tu es content de ce que tu as fait ?» Tu vois, c'est pas la même chose que si tu dis « Ah purée, c'était super bon, merci beaucoup ». Tu vois, ramener toujours la personne à ce qu'elle fait pour qu'elle ait un regard juste sur elle-même. C'est des gens qui sont, et moi aussi, hein, je pense, accidentés par la vie. Hein, je crois qu'on l'est un petit peu tous. Mais c'est important d'avoir un regard juste sur soi-même.
Et je crois que ce métier me permet ça aussi, d'avoir un regard juste sur moi-même. Partage de la parole, moment d'intimité avec des gens, pouvoir les aider dans leur parcours de vie, être un repère ou être celui qui simplement soutient, accompagne, encourage. Je crois que ça s'appelle le pastorat, ça. Hein. Oui. C'est véritablement un sens pastoral, d'accompagner, d'écouter. Tu l'as dit, la parole, elle est au cœur de ton vécu, de ce vécu dans cette maison. Est-ce qu'il y a un texte que tu voudrais nous partager, qui pour toi est important? C'est un texte que j'ai appris dans les JA. C'est Michée 6, hein, le verset 8. C'est celui qui dit que je dois louer le Seigneur et que je dois prendre plaisir à témoigner de ce qu'il fait dans ma vie. Alors, ce n'est pas la version exacte, hein, mais je pense que tu as compris ce texte. Ouais. Mais je pense que c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, c'est un plaisir fou de témoigner de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Voilà. Et je dis pas, voilà, c'est pas en martelant des versets bibliques, mais si tu savais le nombre de fois où le simple fait de porter de l'intérêt à une personne me permet de témoigner. Et bizarrement, tu vois, dans la maison, il y a, même dans les résidents, hein, parce qu'on accueille, on n'accueille pas que des chrétiens, hein, dans les résidents, d'ailleurs une majorité ne le sont pas, ceux qui questionnent le plus, ce sont ceux évidemment qui ne sont pas chrétiens. Et dès que on commence à parler de la parole ou d'un texte, ou parfois je m'amuse même à rebondir, parce qu'ils savent qu'on lit la Bible le matin, parfois je m'amuse dans la journée, dès que la porte s'ouvre un petit peu, hop, ah bah tiens, ouais, ça me fait penser à ce qu'on a lu ce matin. Voilà. Eh bien, voilà. Ça permet vraiment de témoigner à ce moment-là. Et ça, c'est un plaisir extraordinaire. Voilà, tu passes ta vie, et je passe ma vie à ça. Et du coup, ça me fait penser à ce gars que j'ai rencontré en Allemagne, où il passe sa vie à ça. Tu vois, pas plus tard qu'hier, je finis à 21h, et ma femme m'envoie un message, papy, mamie, parce que je suis voisin, là, j'ai un petit couple de papy-mamie qui ont un peu plus de 80 ans, ils ont une fuite à la maison, au Cumulus. Voilà. Alors oui, c'est pénible sur le coup, hein, parce que je vais rentrer déjà, il est 9h30 à la maison. Demain matin, je me lève de bonne heure pour être ici. Mais hier soir, je suis allé, tu vois, aider ce papy-mamie. Ça m'a pris 15 minutes à changer un joint qui était... Voilà. Mais c'est ça. Il y a le bonheur que tu peux apporter aux gens, juste de par les compétences que le Seigneur m'a accordées. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir accepté de nous partager un tout petit peu. Oui. Si on veut te rencontrer, il y a cette maison qui se situe, donc l'association la gère, mais on ne va pas trouver sur Internet comme ça. C'est ça. Cette maison qui se situe dans le village de Lézan. Lézan, donc dans le Gard. Dans le Gard, c'est ça. Et il y a même un bar associatif qui a été créé par cette association où justement les résidents peuvent aussi s'impliquer. C'est ça. Vers la commune et puis eux-mêmes être acteurs et eux-mêmes retrouver une place dans la société. C'est ça. On a un petit dortoir randonneur si vous voulez venir faire un petit séjour. Voilà, on accueille aussi des personnes, des groupes, des familles. Voilà, il n'y a pas de souci. Puis si vous passez par Lézan, eh bien, vous allez au café-restaurant qui s'appelle Le Temps Partagé. Vous voyez, rien que le nom déjà. Tout était déjà écrit là. Tout est écrit. Et puis vous demandez Laurent, puis on se prendra un petit café ou autre ensemble. Merci beaucoup en tout cas Laurent. Merci de ce partage, ce témoignage. Et je te propose qu'on aille écrire sur notre mur des témoignages ici à la Fédération ce texte. Allez.